Quand Ousmane Sonko accuse Donald Trump d'être un homme de déstabilisation, il ne se livre pas à une simple sortie rhétorique de plus contre une grande puissance occidentale. Il ne parle pas pour marquer une posture idéologique ou pour flatter un réflexe anti-américain trop souvent caricaturé dans les analyses venues du Nord. Ce qu'il formule au contraire, c'est une critique d'une grande cohérence géopolitique ancrée dans une réalité économique concrète et immédiate. Une guerre dont les objectifs proclamés restent flous ou inachevés peut déjà produire, très loin du théâtre principal, des coûts politiques, budgétaires et sociaux parfaitement réels. Et c'est précisément ce que Sonko rend visible en prenant la parole avec cette brutalité qui a surpris beaucoup d'observateurs habitués à la prudence diplomatique des capitales africaines. Lors d'une conférence sur la souveraineté à Dakar, Sonko a affirmé qu'aucun des objectifs de la guerre n'avait été atteint et que Trump n'était pas un homme de paix. Cette phrase est beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air en surface. Elle contient une accusation très précise construite sur une logique implacable. Washington n'a pas produit la sécurité qu'il prétendait construire, mais il a déjà diffusé le désordre dans l'économie mondiale. Et pour un pays comme le Sénégal, ce désordre n'est pas théorique. Il n'est pas une abstraction pour séminaires académiques ou pour tribunes d'opinion. Il entre déjà dans les comptes publics, dans les arbitrages gouvernementaux, dans les contraintes budgétaires et bientôt, inévitablement, dans la vie quotidienne des ménages les plus vulnérables. C'est cela qu'il faut placer au centre de l'analyse si l'on veut comprendre la portée réelle de cette séquence. Beaucoup de commentaires réduiront probablement la prise de parole de Sonko à une provocation africaine contre Trump, à un geste de positionnement politique intérieur ou à une manifestation de ce souverainisme que le nouveau gouvernement sénégalais revendique depuis son arrivée au pouvoir. Ce serait une erreur d'analyse et une erreur assez grave, car le contexte économique rend le discours de Sonko parfaitement intelligible sans qu'il soit besoin de le ramener à ses seules motivations politiques intérieures. Face au choc pétrolier provoqué par la guerre contre l'Iran, le gouvernement sénégalais a été contraint de suspendre les voyages officiels non essentiels et Sonko lui-même a dû annuler plusieurs déplacements. Surtout, le baril de pétrole évoluait autour de 115 $, alors que le budget du Sénégal avait été construit sur une hypothèse de 62 $. Voilà la vraie profondeur du sujet, et voilà pourquoi il serait réducteur de ne voir dans la sortie de Sonko qu'un discours politique sans ancrage dans la réalité matérielle. Sonko ne parle pas depuis un poste d'observation lointain, depuis une tribune universitaire ou depuis la confortable distance de celui qui peut analyser les guerres des autres sans en subir les conséquences. Il parle depuis un gouvernement qui voit déjà sa marge de manœuvre budgétaire se refermer brutalement, qui doit faire des choix douloureux entre des priorités qui se télescopent et qui gère au quotidien l'écart entre un budget construit sur une hypothèse de prix du pétrole qui s'avère désormais fictive et une réalité des marchés énergétiques mondiaux qui a été bouleversé par un conflit décidé à des milliers de kilomètres de Dakar. Autrement dit, lorsqu'il attaque Trump, il ne parle pas seulement comme chef politique soucieux de son image internationale ou de son positionnement idéologique, il parle comme gestionnaire d'un État frappé indirectement par un conflit extérieur qu'il ne contrôle pas, n'a pas voulu, n'a pas choisi, mais dont il doit déjà absorber les conséquences concrètes dans sa gestion quotidienne. Et ces conséquences ne s'arrêtent évidemment pas au seul Sénégal. La Banque mondiale a abaissé sa prévision de croissance pour l'Afrique subsaharienne à 4,1% en 2026 contre 4,4% auparavant, en expliquant explicitement que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran avait fait monter les coûts du carburant et des engrais et qu'elle menaçait également les flux d'investissement dans une région où de nombreux États souffrent déjà d'un endettement élevé et d'un espace budgétaire particulièrement limité.
Les coûts du service de la dette avaient déjà atteint 18% des recettes publiques de la région en 2025, ce qui réduit fortement la capacité des gouvernements à amortir les chocs externes, à protéger leur population des hausses de prix, à maintenir leurs investissements dans les services essentiels. Cela change entièrement la portée du discours de Sonko et lui donne une dimension qui dépasse très largement le cadre national sénégalais. Il ne parle pas seulement du Sénégal, il verbalise une inquiétude potentielle beaucoup plus large dans le Sud global, celle d'un conflit décidé loin de soi, au nom d'objectifs stratégiques incertains et de plus en plus contestés, mais dont les coûts économiques se diffusent rapidement sur des sociétés déjà fragilisées par des années de crises successives, par la pandémie, par les effets du dérèglement climatique, par le poids d'une dette contractée dans des conditions souvent défavorables. C'est ici que l'angle analytique devient véritablement puissant, et c'est ici qu'il faut résister à la tentation de simplifier. Sonko ne dit pas simplement que Trump a tort sur le plan moral, que la guerre est injuste ou que les États-Unis auraient dû choisir la diplomatie plutôt que les frappes. Oui. Cette critique morale existe, elle est présente dans son discours, mais elle n'en constitue pas la partie la plus originale ni la plus géopolitiquement significative. Ce qu'il dit en substance est plus précis, plus dévastateur dans sa logique et plus difficile à contester avec les outils habituels de la communication stratégique américaine. Il dit que la guerre a échoué sur ses propres termes tout en réussissant immédiatement sur un autre plan, celui de la diffusion du chaos. Si les capacités balistiques iraniennes ne sont pas réellement neutralisées, si le régime iranien n'est pas renversé, si la stabilité du Golfe n'est pas rétablie sur des bases durables, alors que reste-t-il de visible et de concret à ce stade du conflit? Une hausse massive du pétrole, une pression accrue sur les importateurs nets d'énergie, un renchérissement des intrants agricoles, une fragilisation budgétaire supplémentaire pour des États déjà sous tension structurelle, une révision à la baisse des prévisions de croissance pour les régions les plus vulnérables de la planète. Dans cette lecture, le reproche de Sonko devient extrêmement précis et sa logique est difficilement réfutable avec les arguments habituels. Les bénéfices stratégiques promis par la guerre restent hypothétiques, discutables, projetés dans un futur incertain. Mais les coûts, eux, sont déjà bien réels, déjà comptabilisés, déjà intégrés dans les budgets révisés, dans les prévisions abaissées, dans les arbitrages douloureux que des gouvernements comme celui de Dakar doivent opérer dans l'urgence. C'est pour cela qu'il faut prendre au sérieux la dimension politique de cette prise de parole, au-delà du bruit médiatique qu'elle a pu générer. Lorsqu'un chef de gouvernement africain dit que Trump a plongé le monde dans le chaos, il ne se contente pas d'adopter un ton spectaculaire pour capter l'attention des médias ou pour marquer des points sur la scène politique intérieure. Il transforme en langage politique explicite ce que les institutions économiques internationales décrivent avec des mots plus peu froids, plus techniques, plus aseptisés. Il rend visible et audible pour le grand public ce que les rapports de la Banque mondiale et du FMI expriment dans la langue des économistes et des analystes financiers. Dans d'autres pays du continent, la guerre produit déjà des effets inflationnistes tout à fait concrets et mesurables. Au Nigeria, les prix de l'essence ont bondi de plus de 50% et ceux du diesel de plus de 70% depuis le début du conflit. Alors, même que le pays menait déjà des réformes économiques difficiles et politiquement sensibles et restait profondément exposé à la hausse du coût de la vie pour des populations dont une large partie vit dans une précarité structurelle. Mais cela montre que le Sénégal n'est pas un cas marginal ou anecdotique dans cette affaire. Il est un révélateur, un cas d'école qui permet de comprendre un mécanisme de transmission beaucoup plus large. Sonko devient alors moins une exception dans le paysage politique africain qu'une avant-garde verbale. Il exprime de manière plus crue et plus frontale que la plupart de ses homologues ce que beaucoup de gouvernements africains peuvent penser sans encore l'exprimer publiquement, soit par prudence diplomatique, soit par dépendance financière vis-à-vis d'institutions ou de puissances liées à
Washington, soit par calcul stratégique dans des contextes bilatéraux complexes. Cette guerre n'a pas démontré sa nécessité sur ses propres termes stratégiques, mais elle a d'ores et déjà démontré sa capacité de nuisance sur les économies les plus vulnérables. Il faut aussi mesurer que le choc ne se limite pas à l'énergie, même si c'est l'énergie qui concentre les effets les plus immédiats et les plus visibles. La guerre a perturbé les marchés des engrais et cette perturbation menace particulièrement les économies en développement, notamment dans les phases agricoles décisives. Pour des États africains où l'agriculture reste centrale à la fois pour l'emploi, pour la sécurité alimentaire et pour la stabilité sociale et politique, cela signifie que la guerre contre l'Iran n'est pas seulement un événement géopolitique lointain, une affaire de grande puissance qui se règle entre elles dans des canaux diplomatiques dont les pays du Sud sont largement absents. Elle peut devenir un facteur de tension intérieure, de hausse des prix alimentaires, de pression sur les importations, de vulnérabilité politique accrue dans des contextes où les marges de stabilité sont déjà très étroites. C'est exactement ce type de chaîne causale que Sonko semble vouloir rendre visible dans son discours. Il ne parle pas seulement d'une guerre injuste ou d'une agression morale contre un peuple, il parle d'une guerre inefficace dans ses objectifs affichés et extrêmement efficace dans la production de coûts externes pour des pays qui n'y ont aucune part, qui n'ont aucun levier pour influencer ses conditions ou sa durée et qui n'ont aucun moyen de se soustraire à ses conséquences économiques. Cette logique devient encore plus claire et plus convaincante quand on regarde le timing précis de sa déclaration. Sonko ne parle pas après une guerre terminée, évaluée, stabilisée, dont on pourrait tirer des bilans à tête reposée. Il parle au moment même où les effets du conflit commencent à entrer concrètement dans la gestion publique sénégalaise, dans les tableaux de bord des ministres, dans les arbitrages hebdomadaires du gouvernement. Le gouvernement de Dakar a dû revoir certaines priorités immédiates à cause du choc pétrolier et cette révision forcée n'est pas indolore sur le plan politique intérieur. Cela veut dire que le discours de Sonko ne relève pas d'un commentaire abstrait sur l'ordre international produit dans le confort d'une réflexion distanciée. Il naît d'un contact direct et quotidien entre la géopolitique mondiale et la contrainte administrative ordinaire, entre les décisions prises dans les capitales des grandes puissances et leurs effets concrets sur la capacité d'un gouvernement africain à tenir ses engagements, à financer ses priorités, à gouverner dans des conditions qui ne se dégradent pas de manière incontrôlable. Et c'est souvent là que les critiques les plus fortes et les plus durables prennent forme dans l'histoire des relations internationales, tant qu'une guerre reste lointaine, cocasse, tant que ces conséquences ne se matérialisent pas dans la vie quotidienne des pays tiers, elle peut être discutée comme un principe, commentée comme un événement extérieur, analysée avec la distance froide de l'observateur non concerné. Lorsqu'elle commence à modifier le prix du carburant à la pompe, le budget des États, les importations d'engrais et la capacité d'un gouvernement à financer ses engagements de santé, d'éducation ou d'infrastructure, elle cesse d'être un sujet externe relevant de la politique étrangère au sens étroit. Elle devient une affaire intérieure, un facteur de la politique domestique, un élément que les gouvernants doivent expliquer à leur population et dont ils doivent rendre compte devant leurs opinions publiques. Dans cette perspective, la charge contre Trump prend une dimension beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît au premier abord. Sonko n'attaque pas seulement l'homme dans ses travers personnels ou son style de gouvernance. Il attaque un mode de puissance, une conception de l'ordre international, une manière de faire la guerre depuis les centres de décision en laissant les autres régions du monde absorber les contre-coups sans avoir été consultés, sans avoir eu voix au chapitre et sans disposer des outils pour se protéger des effets de contagion. Le reproche implicite est presque celui-ci, formulé avec une clarté que la diplomatie ordinaire ne s'autoriserait pas. Vous prétendez agir pour la sécurité mondiale, mais vous externalisez les coûts de votre propre stratégie sur des économies déjà fragiles qui n'ont ni les moyens de refuser ni les ressources pour amortir le choc. C'est là que la séquence peut prendre une vraie profondeur analytique et dépasser le cadre
de la polémique conjoncturelle entre Dakar et Washington, car on ne parle plus seulement d'une controverse entre un premier ministre africain et un président américain. On parle d'un schéma classique, récurrent, structurel de l'ordre international tel qu'il fonctionne depuis des décennies. Les centres de puissance décident, les périphéries encaissent, les bénéfices stratégiques, réels ou supposés, restent concentrés dans les pays qui ont déclenché ou soutenu l'action militaire. Les coûts, eux, se diffusent de manière beaucoup plus large, touchant en priorité ceux qui disposent des marges les plus étroites pour les absorber. Sonko, dans cette lecture, devient moins une voix isolée qu'un porte-parole potentiel d'une critique plus structurelle du système international, plus cohérente intellectuellement qu'elle ne l'est souvent présentée dans les médias occidentaux. Le FMI et la Banque mondiale ont averti que la guerre au Moyen-Orient risquait d'accroître fortement la demande de soutien financier des pays vulnérables, avec un impact sévère sur les pays importateurs nets de pétrole et sur la sécurité alimentaire mondiale. Le FMI s'attend à une demande supplémentaire de 20 à 50 milliards de dollars de financement liés aux répercussions du conflit et environ 80% des pays seraient touchés directement ou indirectement par les chocs d'énergie, de logistique et de prix alimentaires. Ces chiffres donnent aux propos de Sonko une portée qui dépasse très largement le cadre sénégalais et qui lui confère une légitimité analytique qu'il serait difficile de contester sérieusement. Lorsqu'il accuse Trump d'être un facteur de déstabilisation, il ne parle pas seulement de politique étrangère américaine dans ses dimensions idéologiques ou culturelles. Il parle du fait que les centres de décision stratégiques semblent capables de produire des crises dont les dommages se diffusent ensuite jusque dans les budgets publics, les paniers alimentaires et les trajectoires de croissance des pays les plus vulnérables de la planète, sans que ces pays le moindre mot à dire dans les délibérations qui ont conduit à la guerre. Il faut enfin souligner un point qui est peut-être le plus fort et le plus redoutable dans la formulation de Sonko. Il conteste non seulement la guerre dans son principe moral ou dans ses méthodes, mais son efficacité même au regard des objectifs que Washington s'était lui-même fixés. Cette formule est d'une efficacité rhétorique et politique remarquable parce qu'elle retire à Washington la ressource politique la plus importante dans ce type de conflit, celle qui permet habituellement aux grandes puissances de justifier a posteriori les coûts humains et économiques de leurs actions militaires. L'idée que malgré les destructions, malgré les pertes, malgré les dommages collatéraux, un gain stratégique supérieur justifie l'opération et en valide la nécessité. Si les objectifs restent non atteints, si l'Iran n'est pas réellement neutralisé, si ses capacités balistiques ne sont pas détruites, si le régime iranien n'est pas renversé ou contraint à une capitulation stratégique, si la stabilité du Golfe n'est pas rétablie sur des bases durables et vérifiables, alors il ne reste politiquement que les coûts, visibles, mesurables, déjà comptabilisés. Et si ces coûts sont déjà ressentis en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, en Amérique latine, dans toutes ces régions qui n'ont pas choisi cette guerre et qui n'ont aucun moyen direct d'en infléchir le cours, alors la légitimité narrative de la guerre devient encore plus fragile, encore plus difficile à défendre devant une opinion publique mondiale de plus en plus connectée et de moins en moins disposée à accepter que les bénéfices de la sécurité soient concentrés et les coûts universellement distribués. Sonko formule donc une accusation stratégique, pas simplement morale et pas simplement émotionnelle. Les États-Unis n'ont pas seulement créé du désordre, ils l'ont créé sans résultat suffisamment clair et suffisamment démontré pour pouvoir en revendiquer la nécessité avec la crédibilité que requiert ce type de justification dans l'espace public international. C'est pour cela que sa sortie peut devenir un signal beaucoup plus important qu'il n'y paraît aujourd'hui dans le flux d'une actualité saturée d'événements, car dans le Sud global, de nombreux gouvernements hésitent à s'exprimer frontalement contre Washington pour des raisons multiples et souvent parfaitement compréhensibles. Certains dépendent de financements multilatéraux dans lesquels les États-Unis pèsent d'un poids considérable. D'autres cherchent à préserver des liens sécuritaires qui conditionnent leur
D'autres encore préfèrent la discrétion diplomatique dans des contextes bilatéraux où la dépendance est asymétrique. Mais lorsque les effets d'un conflit commencent à frapper directement les budgets nationaux, les importations énergétiques, le coût des engrais, l'inflation et les perspectives de croissance, cette prudence peut céder sous la pression de la réalité économique et des obligations politiques intérieures. Le Sénégal peut donc être lu comme un avant-poste politique, un premier signe d'une réaction plus large qui pourrait progressivement se structurer dans plusieurs régions du monde si le conflit se prolonge et si ses effets économiques continuent de se diffuser. Sonko dit peut-être avant d'autres ce que beaucoup pourraient finir par dire dans les mois qui viennent, avec des mots plus ou moins directs selon les contextes politiques, mais avec une logique sous-jacente identique. Cette guerre ne clarifie pas l'ordre mondial, elle le dérègle, elle ne restaure pas la sécurité globale, elle exporte l'instabilité vers des pays qui n'ont ni la puissance ni les ressources pour s'en protéger. La question qui se pose alors pour Washington est d'une dureté certaine sur le plan symbolique et de légitimité internationale. Si les objectifs militaires restent contestés, si l'Iran reste debout et fonctionnel comme État et comme puissance régionale, si les flux énergétiques ne sont pas totalement sécurisés et si dans le même temps les coûts de la guerre se diffusent jusque dans les États africains, les économies émergentes d'Asie et d'Amérique latine, jusqu'au budget des pays les plus vulnérables du globe, alors les États-Unis ne produisent pas seulement de la pression sur un adversaire stratégique, ils produisent également une nouvelle réserve mondiale de critiques, une accumulation de frustrations et de légitimes griefs qui peuvent progressivement alimenter une contestation de leur leadership international bien au-delà du cercle habituel de leurs adversaires déclarés. Le président de la Banque mondiale a averti qu'en cas de conflit prolongé, la croissance mondiale pourrait être amputée de 0,3 à 1 point de pourcentage, avec une inflation plus élevée affectant surtout les économies émergentes déjà sous tension. Cette projection donne une dimension chiffrée au discours de Sonko qui lui confère une crédibilité supplémentaire et qui devrait empêcher de le traiter simplement comme un exercice de rhétorique anti-américaine. La critique n'est pas seulement politique, elle est presque comptable dans sa logique fondamentale. Les gains stratégiques sont discutables, incertains, projetés dans un futur dont personne ne maîtrise la forme. Mais la facture, elle, déjà ouverte, déjà présentée, déjà réglée, en partie par des pays qui n'ont pas eu leur mot à dire dans la décision de la déclencher. Et c'est précisément ce qui rend cette séquence politiquement dangereuse pour Washington sur le plan de sa légitimité narrative internationale. Une guerre commence vraiment à se retourner contre une grande puissance, non pas uniquement quand elle échoue militairement sur le terrain, mais quand elle cesse de pouvoir être racontée comme une nécessité incontestable, quand elle produit non seulement des adversaires stratégiques dans le théâtre principal, mais aussi des critiques politiques nouveaux dans des régions qui n'étaient pas au centre du conflit et qui n'avaient aucune raison a priori de le contester. Le Moyen-Orient reste le théâtre principal de la guerre, le lieu où se jouent les décisions militaires et les équilibres de puissance régionaux. Mais l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, l'Amérique latine deviennent le lieu où l'on mesure le coût mondial de la crise, où l'on évalue la guerre non pas à partir des intentions stratégiques de ceux qui l'ont décidée, mais à partir de ses effets réels sur des populations qui n'avaient aucun choix dans l'affaire. Sonko n'accuse pas Trump d'avoir seulement fait la guerre, d'avoir choisi la force plutôt que la diplomatie, d'avoir agi avec précipitation ou d'avoir sous-estimé les risques d'escalade. Il l'accuse d'avoir échoué sur ses propres objectifs tout en exportant le chaos. C'est une formulation redoutable dans l'espace politique international parce qu'elle retire à Washington sa ressource narrative la plus précieuse dans ce type de situation, l'idée que malgré les coûts, malgré les destructions, malgré les perturbations économiques, la guerre aurait au moins produit une clarification stratégique suffisamment nette pour en justifier le prix. Si cette clarification n'existe pas, si les objectifs restent flous ou non atteints, si l'adversaire n'est pas réellement neutralisé, alors il ne reste politiquement que l'instabilité diffusée, les coûts supportés par des tiers, les budgets révisés à la baisse dans des pays qui n'avaient rien demandé.
Et lorsque cette instabilité se traduit concrètement par des coupes budgétaires, des voyages officiels suspendus, des hausses de carburant insupportables pour des populations déjà fragilisées, des anticipations de croissance revues à la baisse par les institutions financières internationales, le discours anti-guerre cesse d'être seulement moral ou idéologique. Il devient matériel, gouvernemental, presque administratif. Il ne parle plus seulement au nom d'une éthique abstraite, mais au nom d'une réalité budgétaire vécu quotidiennement par des gouvernements qui doivent rendre des comptes à leur population. C'est pour cela que l'on peut voir dans la sortie de Sonko bien davantage qu'une polémique entre Dakar et Washington. Bien d'Adaver Fortune Party DTD Yokorki une trune, une manifestation du souverainisme du nouveau gouvernement sénégalais, bien davantage qu'une provocation calculée pour un public intérieur. On peut y voir un symptôme d'un basculement possible dans la manière dont une partie du Sud global commence à évaluer les guerres des grandes puissances, non plus à partir des justifications stratégiques avancées par leurs promoteurs, mais à partir de leurs factures réelles pour les pays qui les subissent sans les avoir choisis. Quand Sonko accuse Trump de déstabiliser le monde, il ne fait donc peut-être pas qu'attaquer un président américain dans un geste de politique symbolique. Il met en mots une réalité plus profonde et plus durable, une irritation croissante du Sud global face à une guerre dont les bénéfices stratégiques restent contestés et incertains, alors que les coûts économiques, eux, ont déjà commencé à se diffuser dans les budgets publics, dans les marchés agricoles, dans les prix à la pompe, dans les anticipations de croissance de dizaines de pays qui n'ont aucun levier pour influencer l'issue du conflit. Et si cette irritation diffuse trouve d'autres porte-voix dans les mois qui viennent, si d'autres gouvernements du Sud global choisissent de sortir de la prudence diplomatique pour exprimer publiquement ce que beaucoup pensent déjà dans le silence de leur Conseil des ministres, alors le vrai problème des États-Unis ne sera plus seulement l'Iran, plus seulement la résistance d'un adversaire régional ou la cohésion de leurs alliances traditionnelles. Ce sera le fait que leur guerre, au lieu d'isoler uniquement leur adversaire déclaré, aura progressivement contribué à isoler leur récit, leur légitimité narrative, leur prétention à incarner l'ordre international et la sécurité globale dans un monde qui supporte de moins en moins le privilège des puissants de décider et de laisser les autres payer.